La situation dans les hôpitaux, elle est cauchemardesque. C'est vraiment l'horreur, pour vous dire les choses simplement. Il y a des patients partout, il y a des patients dans les couloirs, il y a des patients qu'on opère à même le sol. Il y a un chirurgien qui nous a raconté sa dernière opération qui s'est déroulée sur le sol, dans le couloir, parce que les blocs opératoires étaient pleins. Et il a dû amputer un enfant avec des sédatifs à demi-dose, un enfant de 10 ans. Voilà, devant sa mère et devant sa sœur, c'est des scènes courantes. Il n'y a plus assez de morphinique, il n'y a plus assez d'antidouleurs. On a des enfants qui arrivent avec des brûlures sur 60% du corps et on est en train de changer les pansements en leur donnant du paracétamol. Voilà, donc c'est terrible. Les gens crient, les gens. Enfin, c'est vraiment une vision cauchemardesque. Et dans les mots même des médecins, ils parlent de l'enfer quand ils nous racontent ce qui se passe dans les hôpitaux, notamment à Chifa ou à Nasser, dans les hôpitaux où l'on travaille. Vous avez demandé bien sûr un cessez-le-feu humanitaire, c'est ce que demande aussi l'ONU depuis plusieurs jours. Est-ce que cet appel a encore des chances d'être entendu? Et est-ce que vous pouvez obtenir plus d'aide d'Israël? Est-ce qu'Israël, dans sa volonté de riposte contre le Hamas, peut encore entendre ce que vous êtes en train de nous raconter? Mais écoutez, je ne sais pas qui peut l'entendre. En tout cas, nous, on appelle, on le dit depuis le début, des gens sont en train de se faire littéralement massacrer sur place. On voit des civils, on voit encore, je vous le dis encore, on est traumatisés, les équipes sont traumatisées par le nombre d'enfants qui arrivent dans les hôpitaux, le nombre de femmes et le nombre de personnes âgées. Ça montre que les bombardements sont complètement indiscriminés et il n'y a rien qui peut justifier ça. C'est pareil de bloquer l'aide, de bloquer les médicaments, de bloquer le matériel médical alors qu'il y en a un besoin énorme, il n'y a rien qui puisse justifier ça. Et je vous assure, quand les médecins, les chirurgiens nous racontent leur journée de travail, même pour nous, c'est difficile parce que c'est horreur sur horreur sur horreur. Et je pense qu'il faut que ça change. Il faut vraiment qu'il y ait un réveil. Il faut laisser cette aide entrer, laisser les médicaments rentrer et arrêter ces bombardements indiscriminés. J'entendais sur votre antenne tout à l'heure que vous disiez au nord comme au sud, il y a des bombardements. C'est faux de dire que le sud est plus sûr que le nord. On a beaucoup de nos équipes qui sont parties dans le sud et les bombardements sont de la même intensité aussi bien dans le sud que dans le nord. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où quelqu'un peut se sentir en sécurité à Gaza, et y compris nos propres équipes. Nous-mêmes, nous n'avons aucun moyen de les sécuriser. Et c'est pour ça que c'est notamment très compliqué pour nous d'opérer dans ces conditions. La France avait envoyé l'annonce d'aide d'un avion avec des médicaments, d'un porte-hélicoptère médicalisé. Est-ce que ça peut vous parvenir? Est-ce que vous savez où en est justement l'acheminement de cette aide? Bon, écoutez, nous, on a suivi ça dans les nouvelles là, depuis Jérusalem. Ça paraît assez compliqué comme ça, par la mer. Enfin, on a très peu de détails. Enfin, ça paraît une solution un peu loufoque, pour tout vous dire. Il y a des points d'entrée terrestres qui sont présents. Il y a des points par Israël. Je rappelle que tout l'effort, là, on parle de Rafah. Donc Rafah, c'est un point d'entrée, mais il y a des points aussi dans Israël. Nous avons du matériel médical dans Israël. Nous avons du matériel médical prédispositionné en Égypte. On est prêt. Nous avons les équipes qui sont là pour rentrer. Donc, allons au plus simple, laissons l'aide rentrer par ces frontières-là, où il y a déjà toute l'aide humanitaire qui est déjà là. MSF, nous, on est prêts, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres ONG, d'autres organisations qui sont prêts. Et il ne faut plus attendre, parce que là, c'est un massacre en direct qui est en train de se passer là. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'électricité depuis 15 jours, depuis le début, depuis 10-12 jours, je crois que c'était 12 jours depuis que ça a été coupé. Les gens vivent dans le noir, les gens sont terrorisés. Nos propres équipes, je vous assure, quand ils vous racontent les journées à l'hôpital, où ils passent à soigner des patients sans anesthésie, faire des opérations sans anesthésie, qui rentrent chez eux, qui passent des nuits sous les bombes, ils dorment tous ensemble dans la même pièce parce qu'ils nous disent soit on meurt ensemble, soit on vit ensemble, avec leurs enfants. C'est terrible, c'est pas possible en fait. Là, Oui. il faut arrêter, il faut que ça Qui change peut arrêter ça? Qui peut arrêter ça aujourd'hui? Je sais que vous ne faites pas de politique, mais votre espoir repose sur qui? L'ONU multiplie les alertes. Qui peut arrêter ça? Bah écoutez, déjà, on appelle à l'arrêt du bombardement, donc ça c'est assez évident qui peut l'arrêter. Je pense qu'il faut arrêter les bombardements sur les civils. Là, pour l'instant, clairement, ce qu'on voit, nous, on ne peut pas compter le nombre de morts, etc. Ce qu'on voit clairement, c'est que les hôpitaux sont débordés et on a 50 à 60%, quand on parle aux docteurs, d'enfants et de femmes. Voilà, Arlette donc c'est Chabot, des une enfants qui question arrivent concrète. avec des jambes en moins. On a un enfant qui a été hier, qui avait la totalité, enfin la moitié du visage complètement brûlé. On n'a plus la capacité de gérer ça. On ne peut même pas lui soulager sa douleur. Léo Donc, on Kantz, n'a pas Arlette Chabot, pardonnez-moi, Arlette Petite Chabot, une question, question. il y a l'arrivée évidemment, l'acheminement de l'aide médicale ou alimentaire. Il y a deuxièmement, il y a la distribution. Est-ce que au milieu des bombardements, dans ce qui ressemble à un chaos au milieu des ruines, est-ce qu'il y a une possibilité d'organiser une distribution normale de l'aide? Est-ce que c'est possible encore? Et qui peut le faire?
Écoutez, je pense que c'est extrêmement compliqué, mais ça reste possible si on nous laisse faire. Donc, il y a tout un tas de problèmes. Il manque de carburant, il manque d'eau. Nous avons des équipes aussi dans des centres qui se sont fait, même dans les centres où les gens sont, il y a commencé à avoir des bagarres parce que les gens sont, d'une part, ils ont peur, d'autre part, ils n'ont plus assez à manger. On est en train de pousser toute une population, d'affamer une population, et ça va rendre tout le monde fou. Mais comme vous le dites, c'est très vrai, c'est très compliqué de distribuer cette aide-là. Nous, on est prêt à le faire. On a des équipes, on a des camions, on peut faire ça, mais il faut le faire maintenant parce que plus on attend, plus c'est compliqué, et en attendant, les gens continuent de mourir et les patients continuent de mourir. Vous savez, il y a même des patients qui arrivent dans les hôpitaux, on les opère, mais les opérations, ils meurent après 2, 3, 4 ou 5 jours parce qu'on n'a plus les soins pour continuer ces soins-là. C'est pas quand vous êtes victime d'un bombardement, c'est souvent des blessures qui sont profondes, complexes, multiples, et il faut plusieurs chirurgies pour vous maintenir en vie. Donc voilà, enfin, vraiment la situation c'est catastrophique, et il faut que... On sait ce qui a déclenché ce feu, cette colère de Tsahal et d'Israël sur la bande de Gaza. Ce sont ces prises d'otages du 7 octobre. Aujourd'hui, ils disent encore évacuer notamment les hôpitaux. On a entendu de nombreuses ONG comme la vôtre dire que c'est impossible d'évacuer des hôpitaux. Mais Israël dit... Le Hamas a installé ses QG sous les hôpitaux, notamment Al-Shifa. Ordre d'évacuation aussi ordonné sur Al-Quds. C'est ce que dit le Croissant Rouge palestinien aujourd'hui. Est-ce que vous avez connaissance de la présence de ces QG du Hamas sous ces hôpitaux? Est-ce que réellement ils utilisent aujourd'hui les hôpitaux comme bouclier humain pour se protéger contre les bombardements d'Israël? Mais je pense que la question est décalée. Nous, on travaille dans ces hôpitaux-là, et ce qu'on peut voir, nous, on témoigne de ce qu'on voit. Hein. Ce qu'on voit, c'est des hôpitaux qui sont bondés, débordés de patients, et comme je vous dis, des patients qu'on est en train d'opérer dans les couloirs. À l'heure où je vous parle, c'est ça qui est en train de se passer. Lorsqu'on parle d'évacuer le nord de Gaza, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est pas un ordre d'évacuation. D'une part, c'est impossible. Les gens n'ont nulle part où aller dans le sud. Donc, il faut vous imaginer, vous êtes dans votre maison, vous dites partez dans le sud. Si vous connaissez personne dans le sud, vous allez nulle part où aller. Pardonnez-moi, on parle de cette situation depuis 3 semaines sur LCI, et on est aussi conscient que possible du drame humanitaire qui est en train de se dérouler. Néanmoins, peut-on travailler aujourd'hui dans ces hôpitaux sans avoir la réponse à la question que je vous ai posée, qui est la présence, c'est ce que dit et ce qu'affirme Israël, de centres de commandement du Hamas dans et autour de ces hôpitaux? Oui, mais écoutez, ça madame, c'est ce qu'affirme Israël. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça reste des hôpitaux où les gens se font soigner. Nous n'avons pas d'informations, des intelligences ou des renseignements dans cet ordre-là. Nous, ce qu'on voit, encore une fois, c'est qu'on voit que ces hôpitaux fonctionnent à plein régime. Il y a des chirurgiens, il y a des docteurs, il y a des infirmières. C'est ça qu'on voit dans ces hôpitaux-là. Et je rappelle que depuis le début du conflit, il y a eu plus de 84 structures médicales qui ont été touchées par des bombardements. Donc là, on parle de l'hôpital d'Al-Shifa, où il y a une communication de la part du gouvernement israélien. Mais le premier jour du conflit, nous avons une ambulance qui a été visée par un missile devant l'hôpital Nasser où nous travaillons, un hôpital du Sud, alors qu'elle était en train de donner un patient aux urgences. On avait une équipe MSF qui a vu ça de ses propres yeux, qui était dans l'hôpital. Ils ont même dû quitter l'hôpital parce qu'ils ont été terrifiés. Ils se sont dit l'hôpital va se faire bombarder. Et ça, c'est un exemple que nos équipes ont témoigné. Mais il y a l'ONU a vu plein d'exemples comme ça et a documenté tous ces cas-là où des ambulances ont été visées et des hôpitaux ont été visés. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que les structures médicales deviennent des cibles. Oui. Et ça, il y a un droit international humanitaire qui interdit de viser les hôpitaux, en particulier lorsqu'ils sont bondés, qui sont en train d'opérer en activité. On vous remercie infiniment, Léo Kantz, bien évidemment. Merci pour votre travail. On pense bien sûr à vos équipes qui sont toujours présentes sur place dans les conditions qu'on a entendues. Merci à vous.